Salut l'équipe, c'est l'Ovalist. Dans moins d'une semaine, l'événement que tous les amateurs de rugby attendent depuis près de 4 ans va bientôt avoir lieu, l'ouverture de la Coupe du Monde de rugby en France. Vendredi soir, les Bleus feront face à l'adversaire le plus redoutable de l'histoire de ce sport, les All Blacks. Et donc, dans cette optique, cela fait plusieurs semaines que j'observe, que j'analyse le jeu des Néo-Zélandais pour décortiquer leur jeu et vous faire cette vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous exposer selon moi quels sont les nombreux points forts et les quelques faiblesses des prochains adversaires des Bleus. Et avant de commencer, j'aimerais vous remercier pour l'accueil que vous faites à mes vidéos en ce moment. C'est vraiment dingue l'engouement qu'il y a autour de ma chaîne et de la Coupe du Monde, franchement merci. Sachez que ça me fait très plaisir de voir vos retours, de voir que la communauté grandit grâce à vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Et j'ai une grosse pensée également aux donateurs qui permettent de faire vivre en partie la chaîne, que ce soit les réguliers qui souscrivent pour 99 centimes par mois, ou les donateurs plus occasionnels grâce au bouton merci et à mon lien PayPal. Donc je me répète, mais merci à vous, maintenant, passons à la vidéo. Bon alors, ces Blacks, où est-ce qu'ils en sont? Il y a un an, on donnait pas cher de leur peau. Concassés en Europe par les Français et les Irlandais en 2021, ces mêmes Irlandais s'étaient ensuite payé le luxe de s'offrir une tournée au pays du long nuage blanc, en remportant 2 des 3 tests de la tournée estivale. Ce furent les premières victoires historiques irlandaises en Nouvelle-Zélande, et c'est d'ailleurs à ce moment-là que le 15 du trèfle s'est durablement ancré en tête du podium mondial. Par la suite, les Blacks ont pourtant redressé la mire en remportant le Rugby Championship, non sans concéder pourtant 2 défaites, dont une, là aussi historique, à domicile face aux Pumas. Et ils doivent surtout leur titre à cette bourde de Bernard Follet dans les derniers instants du match en Australie, ce dernier tentant alors de jouer la montre pour sécuriser la victoire, puisque les Wallabies menaient alors 37-34, mais devant cet anti-jeu, l'arbitre Mathieu Reynal, qui l'avait déjà averti plusieurs fois et lui avait demandé de jouer la pénalité, décida finalement de siffler un bras cassé en faveur des All Blacks, qui purent marquer l'essai et remporter le match. Sans ça, les Springboks auraient été champions de cette édition 2022. Ils poursuivirent ensuite leur chemin de pénitence lors des tests de novembre, ils ont dû serrer les fesses jusque dans les derniers instants face au Japon et dominèrent difficilement les Écossais avant de concéder finalement un nul plus que décevant contre les Anglais. Face à ce constat, ils perdirent leur titre de favori pour la Coupe du Monde, un fait extrêmement rare à l'aube d'un mondial. Pour beaucoup d'amateurs de rugby, moi y compris, les hommes en noir ne faisaient plus vraiment peur. Et on commençait même pour certains à se demander s'ils pouvaient passer l'écart. Alors je vais pas forcément rentrer dans le détail de cette baisse de niveau, parce que ça prendrait beaucoup trop de temps, les causes sont multiples et je suis pas sûr d'avoir toutes les réponses, mais disons déjà que le changement de sélectionneur entre Steve Hansen et Ian Foster a pris plus de temps que prévu, la transition ne s'est pas faite en un jour, parce que ce changement de sélectionneur s'est aussi accompagné d'un changement de génération, et plein de leaders qui sont partis à la retraite. Le rugby néo-zélandais a aussi grandement souffert du Covid, mettant la fédération en difficulté financièrement, et puis aussi je pense que la formation kiwi est moins bonne qu'auparavant, parce qu'il s'agit d'un système très élitiste qui certes a marché pendant longtemps, mais qui maintenant montre ses limites, et on l'a bien vu durant le championnat du monde U20, où les Blacks, les Baby Blacks, c'était pas non plus l'équipe du moment. Et une des raisons évoquées, c'est que les jeunes néo-zélandais, par rapport aux Bleuets par exemple, jouent très peu de matchs en professionnel. Il faut beaucoup de temps avant qu'ils puissent atteindre les équipes pro. Et pourquoi je dis formation élitiste? Eh bien tout simplement parce que là-bas, le rugby, c'est avant tout une affaire d'école, une affaire scolaire. Les meilleures pépites sont repérées très tôt et sont recrutées dans des lycées prestigieux. Mais il faut savoir qu'en Nouvelle-Zélande, en dehors de l'école, c'est-à-dire dans les clubs, il n'y a pas vraiment de catégorie U16, U18, t'as pas vraiment le droit de jouer à cet âge-là lorsque c'est pas avec l'école. Quand t'es ado et que tu veux jouer au rugby, c'est à l'école que ça se passe, c'est pas en club. Et donc, fatalement, de nombreux jeunes sont laissés sur le carreau et doivent se résigner à jouer pour les équipes 2, 3, 4, 5 de leur école, et ils peuvent même pas jouer le week-end en club avec un club qui pourrait les accueillir et qui ferait leur bonheur, là où par exemple en France, ils pourraient jouer en club avec des gamins de 15 à 18 ans. Attention, là quand je dis ça, je simplifie beaucoup parce que la question est beaucoup plus complexe, mais en gros, c'est comme ça que ça se passe. Ce système a donc produit de très bons éléments, puisque ça pousse toujours plus à l'excellence, mais par contre, ça exclut beaucoup de jeunes des filières d'excellence, beaucoup de jeunes qui auraient pu avoir leur chance un peu plus tard, parce que l'éclosion d'un joueur, elle se fait pas tout le temps au même âge, ça dépend de la maturité, ça dépend de la croissance, de plein de facteurs différents, et qui sont propres à chacun, et ça fait donc qu'il y a de plus en plus de jeunes néo-zélandais qui commencent à se détourner du rugby à 15 pour jouer par exemple au rugby à 13, ou pour tout simplement faire d'autres sports. Et puis enfin, selon moi, cette baisse de niveau, elle tient au championnat professionnel de l'hémisphère sud, le Super Rugby, qui n'est pas pour moi un championnat majeur. Le Super Rugby, c'est une compétition qui est jouée par des provinces néo-zélandaises, australiennes et polynésiennes. Certes, on y voit de super gestes, de super attaques, de magnifiques essais, mais ça fait des années que le championnat est dominé par une seule équipe, les Crusaders. Et les Crusaders, ça fait des années qu'on les compare plutôt à une équipe européenne, parce que en fait ils sont beaucoup plus centrés sur la possession, sur la rigueur défensive et sur le combat d'avant que les autres équipes. Et tu vois, je suis même pas sûr que les Crusaders, ils auraient la caisse pour remporter une Coupe d'Europe par exemple. En termes de rigueur, de niveau d'engagement, les compétitions européennes sont pour moi un cran au-dessus.
Et pour moi, c'est donc là que réside l'essentiel de la réponse, c'est pas tant que les Blacks ont baissé de niveau, c'est aussi que les nations du Nord, elles, ont haussé le leur, notamment l'Irlande, la France et dans une moindre mesure, l'Écosse. J'ai aussi l'impression qu'il y a moins ce complexe d'infériorité que peuvent avoir les nations du Nord par rapport aux nations du Sud. Bon, maintenant on ferme la parenthèse et on revient dans le contexte. Arrive maintenant le Rugby Championship et là, les Blacks commencent de nouveau à impressionner. Fulgurants et insaisissables face aux Australiens et aux Argentins, ils dominent aussi les Springboks dans l'engagement et l'intensité pour remporter la compétition 2023. Et là, on commençait tous à se demander, tiens, est-ce qu'on n'a pas oublié les Blacks dans les favoris? Ça se trouve, ils sont de retour. Mais bon, ça c'est aussi avant qu'ils prennent une sévère déculottée à Twickenham la semaine dernière face aux Springboks dans un match de préparation. 35-7, le pire résultat jamais enregistré face à l'Afrique du Sud. Bon, par contre pour moi, ce match veut pas forcément dire grand chose. Les Blacks ont été ultra dominés, en infériorité numérique pendant près d'une heure, ok, mais pour moi ça reste surtout un match de prépa avec des Blacks en plein jet lag qui n'ont pas mis la dose d'engagement suffisante pour espérer quelque chose. Contre nous, au contraire, je pense que ça va être une guerre sans merci. Déjà pour laver l'affront qu'on leur a fait subir il y a 2 ans, mais surtout pour faire mentir tous les détracteurs qui commençaient déjà à les enterrer. Bon, maintenant qu'on a dit tout ça, est-ce qu'on peut rentrer dans le vif du sujet? Quels sont les points forts du jeu des Blacks? Tout d'abord, j'aimerais commencer en parlant de technique individuelle. Pour moi, les All Blacks possèdent les joueurs et surtout le pack le plus technique du monde. Il y a dans cette équipe une volonté éternelle de faire vivre le ballon. Véritable mantra, le déplacement de la balle est le principal atout selon moi des All Blacks. Devant, les joueurs utilisent beaucoup de la passe avant contact, un petit peu à la manière des Irlandais, cela dans le but de déplacer le point d'impact au dernier moment et d'envoyer un joueur lancer plein fer sur un défenseur qui s'y attend moins. Mais là où ils excellent le plus, on le sait tous, c'est après contact surtout. La plupart de leurs occasions d'essai viennent des offloads, ce qui oblige la défense à constamment se replacer, il n'y a jamais de temps mort, et les joueurs se trouvent quasiment les yeux fermés. J'ajoute aussi que Squid Rugby a mis le point sur quelque chose de très intéressant dans sa dernière analyse sur les All Blacks. Dans ma dernière vidéo, je vous parlais du système 1-3-3-1 ou 1-3-2-2 qui répartit les avants en bloc sur le terrain pour assurer la conservation et la continuité du jeu. Les All Blacks ont bien recours à cette disposition, mais avec la subtilité que les pods, donc les groupes d'avant, peuvent changer au dernier moment dans leur disposition pour exploiter au mieux une situation d'essai. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il existe chez eux une forme d'intelligence collective couplée à une autonomie individuelle qui leur permet d'adopter le meilleur choix au moment opportun pour tirer profit des occasions. Ils sont pas fermés dans un cadre de jeu rigide comme ça peut être le cas pour les Sud-Africains et les Irlandais par exemple. Leur vision du jeu et leur technique individuelle leur permet d'innover et de sortir du cadre. Ils sont aussi capables de déplacer le ballon dans les largeurs, parfois j'ai presque l'impression de voir du rugby à 7, tant les joueurs prennent du recul pour observer la défense et identifier les zones propices à jouer. Cela les aide particulièrement dans leur volonté d'atteindre les couloirs. Ce qu'on appelle les couloirs sur le terrain, ce sont les espaces le long des touches. Il y a le couloir des 5 mètres et le couloir des 15 mètres. Et ce sont généralement des zones qui sont occupées par les ailiers. Et les ailiers, parlons-en, ils disposent selon moi de la paire d'ailiers la plus redoutable du circuit mondial à l'heure actuelle. En les personnes de Mark Telea, meilleur joueur de Super Rugby cette saison avec les Blues, et de Will Jordan, le principal atout offensif des Crusaders. Déjà, c'est des flèches, les mecs vont à 2000, mais surtout, ils se rendent disponibles partout, ils ne se contentent pas d'attendre tranquillement le ballon sur l'aile, non, ils viennent le chercher, ils viennent se proposer, apporter le surnombre, venir faire un leurre, proposer un jeu au pied, bref, je les trouve stratosphériques. En plus de ça, ils sont plutôt bons défenseurs. Regardez ce carreau que met Telea sur Marks à 5 mètres de la ligne, c'est pas tous les ailiers qui en seraient capables, même Villiers je pense qu'il aurait eu du mal. On aura sûrement l'occasion de reparler de Telea lors de la compétition, mais pour moi, ça peut être l'une des révélations de la Coupe du Monde. Contre ça, on a vu que les Boks avaient tenté de parer la menace en proposant une rush défense qui vient couper les extérieurs, sauf que les meneurs de jeu ont trouvé des solutions pour la contourner cette défense. On a l'exemple de cette longue passe sautée qui est retardée par Barrett, puisqu'il voit la défense coupée, donc il suspend son geste pour que Mapimpi passe devant, avant de servir son ailier. On a aussi la diagonale au pied, très efficace pour survoler la défense et déposer le ballon là où on le veut. Et enfin, il y a le traditionnel jeu en pivot dans le dos. Alors ça peut être dangereux parce que si la défense lit bien et qu'elle monte, elle peut étouffer le porteur de balle plus loin dans le terrain, plus en profondeur, et donc ça veut dire que la plupart des soutiens offensifs se retrouvent devant, et donc doivent venir se replacer, etc., pendant que la défense, elle est en dynamique et elle peut venir faire un contre-ruck et gratter le ballon. Mais grâce à leur technique individuelle, encore une fois, les All Blacks ont les moyens pour vite faire circuler le ballon et atteindre les couloirs et apporter le danger. Ensuite, j'arrête pas de dire que les Blacks adorent jouer dans les couloirs parce qu'ils ont des grands talents qui peuvent prendre de vitesse l'adversaire là-bas, mais pour les dégager, ils usent à outrance d'une tactique assez connue maintenant, les retours. Là, on va encore dire que je me répète, ça fait plusieurs mois que j'en parle, et surtout depuis la défaite de Toulouse au Leinster. Ce que j'entends par retour, c'est quand l'attaque joue dans un sens, puis après 1 ou 2 temps de jeu, inverse pour retourner jouer là d'où elle vient. D'abord, jouer dans les retours, ça permet de conserver la balle, puisque souvent, on y trouve des avants qui sont en retard pour jouer dans le sens, et donc en fait, ça permet d'avoir des avants qui viennent déblayer. Ensuite, ça permet de concentrer la défense dans un petit périmètre avant de rapidement écarter pour atteindre le couloir opposé. Ou alors aussi, et c'est très souvent le cas, ça permet de prendre la défense à revers.
puisque généralement les défenseurs tendent à vite vouloir se déployer dans la largeur pour couvrir tout le terrain, et ils ne s'attendent pas forcément à ce que l'attaque inverse le sens du jeu. Et à force d'alterner entre jeu dans le sens, inversion, rejeu dans le sens et on réinverse, on se retrouve souvent avec une défense qui se fait balader, qui commence à fatiguer et donc à se concentrer au milieu de terrain, en oubliant les largeurs et donc les couloirs. Et c'est là précisément que les Blacks décident d'accélérer. Quand la défense devient moins précise, que des défenseurs qui viennent de plaquer sont tout juste en train de se replacer, de se relever, et n'ont pas le temps d'analyser la situation et d'appeler du soutien, et ça, combiné à la technique individuelle et à la vision du jeu dont je vous parlais plus tôt, c'est redoutable. Et un dernier point que je voudrais aborder avant de parler de leur faiblesse, c'est le jeu au pied. Face au Springboks dans le Rugby Championship, les hommes de Ian Foster ont innové en proposant des sorties de camp sur chandelle. D'habitude, pour sortir de ton camp, tu optes plutôt pour des dégagements très longs pour aller jouer chez l'adversaire ou au moins concéder une touche pas très loin pour éviter en fait que l'adversaire il reste dans ton camp et puis qu'il te marque un essai ensuite. Sauf que là, Mo'unga et Barrett, ils ont un petit peu innové, ils ont bombardé le terrain avec des chandelles. Des coups de pied très hauts, souvent tapés dans le deuxième rideau. Comme la couverture Sudaf, elle était positionnée dans le R3, dans le troisième rideau, en fond de terrain, parce que normalement, c'est là que les équipes qui se dégagent y tapent, pour envoyer le ballon très loin, comme je l'ai dit, et ben du coup, cette couverture, elle s'est fait surprendre, parce que les ballons, ils arrivaient pas dans le R3, mais dans le R2, et donc les joueurs placés en R3, ils avaient beaucoup de chemin à parcourir avant de récupérer le ballon. Tandis que les ailiers kiwis, eux, de leur côté, ils venaient mettre la pression, soit direct en l'air pour contester, ou au moins rabattre le ballon avec une claquette, ou alors ils attendent que le joueur soit retombé au sol pour venir le découper et initier des contre-rucks. A noter quand même que ça a moins bien marché lors du match de préparation face au Sudaf, donc le deuxième où ils sont pris une déculottée, parce que justement, les Sudaf ont davantage anticipé cette chandelle, notamment avec des joueurs du R1 qui décrochent plus rapidement pour venir gêner ensuite la montée des Néo-Zélandais. Et maintenant, toujours concernant le jeu au pied, faut garder à l'esprit que Ian Foster risque sûrement d'aligner une équipe avec Mo'unga en 10, Barrett en 15 et l'autre frère Barrett en 12. Donc en gros, 3 meneurs de jeu dotés chacun d'un jeu au pied et d'une gestuelle pas dégueu. Le sélectionneur néo-zélandais s'assure ainsi la possibilité de déplacer le ballon au pied ou à la main dans presque toutes les situations, et cela apporte beaucoup de confusion pour la défense. On l'a vu contre l'Australie qu'on avait un peu de mal dans le second rideau, et je pense que c'est une des failles qui ne leur a pas échappé, et je suis intrigué de voir comment Fabien Galtier va régler ce problème. Mais bon attention, ces Blacks sont loin d'être invincibles, et j'ai repéré plusieurs faiblesses à exploiter. Mais avant ça, j'aimerais juste vous faire part que j'ai mis en ligne la version complète de ma vidéo sur mon immersion à Montauban. En février dernier, j'ai pu passer 48 heures en immersion au sein de l'US Montauban qui évolue en Pro D2. J'ai participé à plusieurs entraînements, j'ai interrogé des entraîneurs, des joueurs, des dirigeants, et puis surtout j'ai eu la chance d'être au cœur de l'équipe lors de son derby face à Colomiers. C'est à ce jour le plus gros projet que j'ai jamais réalisé sur ma chaîne, j'en suis très fier, et donc je serais vraiment très content si vous allez la découvrir ou la redécouvrir. Et en plus, si vous rongez votre frein avant le début de la Coupe du Monde, ça peut vous aider à patienter. Donc comme je disais, ces Blacks, ils ont des faiblesses. On a pu voir qu'ils avaient pas mal de difficultés notamment en conquête et surtout en mêlée fermée où les Springboks les ont clairement dominés. Nous aussi, après l'Australie, on n'était pas forcément très serein, mais je pense que le retour de Wardy va régler pas mal de choses. Si on arrive à prendre l'ascendant en mêlée, je pense que la partie va être tout autre. Ce sera un véritable atout pour les étouffer, mettre notre jeu en place, et surtout commencer un petit peu à les faire douter. Ensuite, en touche, je les ai trouvés très friables contre les Boks. Bon, c'était surtout lors du match test où ils ont perdu 35-7, j'oublie pas ce que j'ai dit en début de vidéo, mais quand même, c'est assez alarmant je trouve. Et je pense qu'avec des joueurs comme Olivon, Flamand et Woki, on a les arguments pour les gêner. Et surtout, ce qu'ont fait les Springboks, c'est qu'ils les ont détruits sur les mauls. En 2021, c'était déjà un secteur sur lequel on les avait clairement dominés, et c'est toujours un de nos points forts, et faudra pas hésiter à les concasser sur ce secteur. D'autant plus que c'est une équipe néo-zélandaise qui est assez pénalisée, je trouve. En moyenne, sur les 4 derniers matchs, ils concèdent 10,5 pénalités par match. Nous, on est à 11, mais on est aussi dans une moyenne haute en général, donc je pense qu'il y a aussi moyen de les prendre là-dessus. Surtout que la plupart de ces pénalités sont concédées dans le jeu au sol, c'est d'ailleurs parce que les Wallabies les ont pris dans les regroupements qu'ils ont pu s'accrocher lors du Rugby Championship. Et puis de manière générale, je trouve que les Blacks, il manque un petit peu de troisième ligne ferrailleur. Outre Savea, je trouve qu'il n'y a pas grand monde pour mettre les mains et commencer à faire chier dans les rucks. Et puis personnellement, je suis toujours pas vraiment convaincu par Sam Cane. Et c'est l'une des raisons qui me fait dire que je pense que notre troisième ligne peut vraiment avoir une carte à jouer et prendre l'ascendant dans ce match. Dernièrement, dès que les équipes qu'ils ont affrontées ont élevé leur agressivité dans les rucks, les Blacks ont commencé à perdre le fil et à déjouer. Et de toute façon, il n'y a pas vraiment de secret. Face à autant de talent, face à une équipe aussi prestigieuse, faut leur rentrer dans la gueule, faut les concasser, faut leur marcher dessus. Et c'est pour ça aussi que le forfait de Danty est assez préjudiciable, parce que c'est notre principale rampe de lancement, et je pense qu'elle aurait pu faire mal à la paire Barrett-Ioane, tout en sachant qu'on perd l'un de nos principaux arguments dans le jeu au sol.
D'ailleurs, dites-moi vous, qu'est-ce que vous prendriez pour remplacer Danty, plutôt Moefana ou Vincent? On arrive maintenant à la fin de cette vidéo briefing sur nos premiers adversaires dans cette Coupe du Monde, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous avez compris, abonnement, pouce bleu et don pour ceux qui ont les moyens. Normalement, je serai en live sur Twitch de 15h à 17h mercredi 6. Je suis invité dans une toute nouvelle émission, je vais vous mettre le lien en description là dès que je l'ai. C'est un beau projet qui a été lancé par un jeune étudiant en journalisme et je suis vraiment très fier d'être le premier à être invité pour son émission, pour faire l'émission d'ouverture finalement. Donc si vous êtes dispo et que vous avez envie de m'écouter encore un peu plus, bah venez nous rejoindre en live, ça peut être cool. Bref, la Coupe du Monde n'a jamais été aussi proche, je pense personnellement que pour le match d'ouverture, je serai sur Bordeaux avec ma famille, si on trouve un endroit pour se caler et pour pouvoir voir le match. Merci de m'avoir regardé, merci de votre soutien toujours plus solide. Moi je vous dis à la prochaine, bye l'Ovalie.